C'est l'histoire d'un génie des échecs. Il était champion international de partie d'échecs. Il s'appelait Gilles Andruet. Gilles est donc un génie, mais il est aussi quelqu'un d'extrêmement turbulent, voire de rebelle. Très rapidement, il va se rebeller contre ce qu'il aime le plus, les échecs, et devenir un joueur invétéré de casino. En 95, on va retrouver le corps du pauvre malheureux Gilles, massacré à coups de batte de baseball. Hélas, l'affaire va dormir pendant longtemps dans les tiroirs de la justice, jusqu'à ce que de nouvelles traces ADN soient extraites et qu'on recueille la confession posthume d'un jeune suicidé. Vous allez voir, c'est une des histoires les plus troublantes que j'ai eu à couvrir. Il avait horreur de la douleur physique. Et la façon dont ils l'ont torturé, il a dû déguster. Dans la voiture ont été retrouvées dans le coffre des traces de sang qui sont avérées être des traces de sang de Gilles Andruet. Il s'est mis à jouer au casino, où là, il a gagné beaucoup plus d'argent, je dirais très facilement. Là où il y a de l'argent, ou là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de racailles, et surtout de la mauvaise racaille. Ça, c'est le souvenir le plus terrible que j'ai là, parce que il m'a dit « Papa, je veux te voir et ça va pas. » J'ai de gros ennuis, je peux pas t'en parler. La justice a pendant un certain temps considéré que cette affaire n'était pas si importante que cela. Hier soir, au tribunal d'Evry, c'est la fin d'une fuite longue de 8 ans. Sacha Roule a été remis à la justice française. Sacha Roule est innocent. Il n'a aucun mobile. C'est pour cet argent-là quoi, qu'ils l'ont tué, quoi. Voilà. Nous sommes à Sault-les-Chartreux. Et c'est ici, au bord de l'Yvette, que le 22 août 1995, une maraîchère qui a emprunté ce petit sentier va voir un bras émerger de l'Yvette. Alors elle appelle les gendarmes, ils arrivent, et puis on sort un corps, il est maculé de sang. Il s'agit du cadavre du flambeur, Gilles Andruet. C'est une histoire qui va nous emmener très loin. Ah, j'oubliais la présence de cet objet contondant sur mon épaule. Ça n'est pas juste le fruit du hasard. C'est avec cette batte de baseball, enfin, une batte de baseball comme celle-ci, que Gilles Andruet a été massacré. C'est une technique de voyou. Le médecin légiste révèle des traces de coups sur le visage et les épaules. Son thorax est broyé et ses bras sont brisés. Tout indique que Gilles a tenté de se défendre. J'ai rejoint les policiers à Paris. Mais bon, on ne m'a pas laissé... je veux dire, j'avais demandé 30 secondes de plus pour être près de mon fils. J'avais certaines choses à lui dire, donc les policiers ne m'ont pas laissé ces 30 secondes. Les conclusions du médecin sont claires. Gilles Andruet a été battu à mort avec un objet long, une barre de fer ou plus vraisemblablement une batte de baseball. Ce qui me fait frémir, c'est que il avait horreur de la douleur physique. Et la façon dont ils l'ont torturé, il a dû déguster. Le lendemain de la découverte du corps, un promeneur signale une voiture suspecte stationnée à quelques kilomètres du lieu du crime. C'est le véhicule de Gilles Andruet. Et c'est lui qui va fournir les premiers indices aux enquêteurs. Dans la voiture ont été retrouvées dans le coffre des traces de sang qui sont avérées être des traces de sang de Gilles Andruet. Donc on a fait le lien avec le cadavre de Gilles Andruet. Gilles Andruet n'a donc pas été tué sur place. Le ou les tueurs ont transporté son corps dans le coffre de sa propre voiture, puis l'ont jeté dans la rivière avant de l'abandonner à 3 km du cadavre. Le véhicule était tombé en panne. Dans l'esprit sans doute de ceux qui ont tué Gilles Andruet, la volonté était de faire disparaître le corps. Dans leur précipitation,
les meurtriers oublient de prendre un document capital qui va attirer l'attention des enquêteurs, une lettre de notaire. Elle stipule que Gilles Andruet vient d'hériter de 70 000 €. Et par la suite, on s'est aperçu dans l'investigation que cet argent avait été, dans les 2 ou 3 jours qui suivaient le décès de Gilles Andruet, complètement retiré de la banque. Pour les policiers, le mobile est clair. On a tué Gilles Andruet pour son argent. Qui sont ces meurtriers? Comment les a-t-il rencontrés? Les enquêteurs vont se pencher sur la personnalité et le parcours de la victime. Gilles, c'est ce sourire ineffable, une tête ronde, cerclée de lunettes en fer et une tignasse épaisse. Le jeune Andruet a grandi à Paris, la tête dans les étoiles. Il est brillant, doté d'une intelligence hors norme. Mais c'est un génie ingérable, un électron libre, tellement naïf. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Il avait des capacités intellectuelles qu'on a du mal à imaginer, quoi. Mais il était, et ça il tient de moi aussi, il était d'une grande naïveté aussi, très très grande naïveté. Sa période de lycée, Gilles va la jouer de case en case. Tout d'abord à Louis-le-Grand, un établissement prestigieux, élitiste, qui finira par le renvoyer pour manque d'assiduité. On le retrouvait en train de jouer du piano dans le préau alors qu'il y avait cours dans classe, un truc comme ça. Alors son père l'envoie passer le bac à Ajaccio. Il le réussit avec mention, bien sûr. Ensuite, il tente un embryon de fac à Jussieu, mais il abandonne pour se consacrer à sa vraie passion, les échecs. Je l'ai vu arriver dans le milieu des échecs, il a totalement explosé. C'était en 1977, il a fait le championnat d'Île-de-France junior et il a remporté le tournoi avec une étonnante facilité. Et à l'époque, les joueurs d'échecs précoces, il y en avait bien sûr, mais qui étaient un petit peu extravagants et surtout extravertis. Fin des années 70, c'était totalement inhabituel. D'autant qu'à l'époque, son père était déjà connu, très connu, dans son milieu de sportif automobile, et que nécessairement, tous les joueurs savaient que c'était le fils d'eux. Alors le fils d'eux qui est champion d'échecs, c'était fascinant, quoi. Son père, Jean-Claude Andruet, est un immense champion automobile. Il a peu de temps à consacrer à son fils. Gilles en souffre. C'est un enfant solitaire, livré à lui-même. À travers les échecs, il veut surpasser son père. C'était un peu une motivation secrète, c'était de vouloir rattraper son père, champion automobile. À l'époque où je l'ai connu, c'était uniquement sa vie. Il ne vivait que pour les échecs, et il ne pensait qu'échecs, il ne voyait que des joueurs et des joueuses d'échecs. À cette époque, dans les années 80, il traîne au Quartier Latin, au Polymago et au Cloître, des bars transformés en repères pour joueurs. C'est ici qu'il repousse les limites de son art, s'entraîne jour et nuit, dévore les traités de stratégie, étudie toutes les techniques existantes. Gilles devient boulimique et pour la première fois de sa vie, il est assidu. J'ai connu un libraire qui a racheté sa bibliothèque d'échecs, qui était énorme, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les bases de données, donc les joueurs d'échecs professionnels se promenaient avec des valises de bouquins de tournoi en tournoi. Eh bien, tous les livres étaient annotés. Tous les livres, les pages, etc. etc. Donc, si vous voulez, il y avait un vrai travail. Un travail acharné même, qui va payer. Consacré maître international à 25 ans, Gilles Andruet est le premier Français à battre les joueurs venus de l'Est. On le surnomme même le Mozart des échecs. Quand il est concentré, il a la tête dans les mains, il est comme ça. Il a une tignasse des années 70 avec des cheveux bouclés. Il a ces petites lunettes de binocle qui ont l'air d'un intellectuel. Je veux dire, on sent le joueur. Je veux dire, jouer contre quelqu'un comme ça, quand vous avez votre costume, votre cravate, etc., c'est pas du tout le même jeu, quoi. C'est très dur de jouer contre quelqu'un qui est comme ça. Je veux dire, vous ressentez toute la pression. C'est un joueur atypique, parfois colérique, souvent arrogant. Dans l'univers échiquéen, il dénote. Les autres joueurs supportent mal ses frasques. Son affrontement avec Bachar Kouatli lors du championnat de France à Alès, où il se crottait le nez, Kouatli lui a dit « arrête ou je t'en mets une » et il a dit « vas-y » et l'autre lui en a mis une. C'était un moment extraordinaire et j'étais là, c'était extraordinaire. Donc Gilles Andruet, si vous voulez, il y avait des gens qui étaient vraiment, qui ne pouvaient pas le supporter. Il y avait des gens qui l'aimaient bien parce que c'était vraiment un personnage. Mais il y avait des demi-mesures, il n'y en avait pas beaucoup.
Il avait très mauvaise réputation. On m'avait dit méfie-toi de lui, c'est un salopard. Bon, parce que le milieu échiquien lui pardonnait pas son ascension et sa voracité à devenir champion. Avec un tempérament aussi fantasque que le sien, Gilles ne peut pas se contenter de pousser éternellement des pions, en se grattant la tête, en réfléchissant à des formules. Non, il veut de l'argent. Il va donc changer les pions pour des jetons et partir dans une frénésie de jeu. Dans tous les casinos, Enghien, Deauville, Monte-Carlo, il est absolument partout. Il joue, il gagne, il flambe. Gilles se déplace beaucoup pour ses tournois d'échecs et un soir, de passage à Enghien, c'est tout naturellement qu'il pousse la porte d'un casino. Il y a beaucoup d'argent à gagner, bien plus qu'aux échecs. Et surtout, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est attrayant de vous rentrer dans un casino, vous avez 100 francs sur vous, vous ressortez, vous avez 1500 francs. Et pour un joueur d'échecs, à l'époque, c'était une vraie fortune. Il a compris qu'il ne pourrait que devenir grand maître demanderait beaucoup plus d'efforts pour finalement gagner moins d'argent. Alors il s'est mis à jouer au casino, où là, il a gagné beaucoup plus d'argent, je dirais très facilement, par rapport à ce qu'on a autant investi. Et là, ça a été le début d'une autre vie. Son autre vie, c'est le blackjack, un jeu de cartes où les joueurs se livrent à un combat acharné contre la banque. Un jeu de chance, mais surtout de stratégie. Il m'avait dit, je suis capable de compter des cartes. Je lui ai dit, tu rigoles, un sabot de 7 jeux de cartes, tu ne peux pas compter. Il me dit, si, j'y arrive si je me concentre. Il avait une mémoire phénoménale. C'est pour ça que toute discussion avec lui était extraordinaire, parce qu'il se souvenait de tout. Il disait un truc, là, que c'était enregistré. Et je crois qu'au blackjack, c'était pareil. Gilles va mettre à profit sa mémoire phénoménale. Et comme il l'a déjà fait pour les manuels d'échecs, il va étudier cette fois toutes les méthodes de comptage, notamment la loi de Ken Houston. Une méthode de comptage des 312 cartes contenues dans un sabot de blackjack. Un travail de forçat. À l'image du génial Rainman, son cerveau calcule à la vitesse d'un ordinateur. Il a gagné de l'argent, c'est vrai, au départ. Moi, je me souviens, quand quelquefois, il rentrait, il jetait sur la table 80 000 francs, 90 000 francs. Gilles Andruet se transforme peu à peu en poule aux œufs d'or. En une soirée, il peut gagner jusqu'à 30 000 €. Cet argent, il en a un peu honte, alors il reste discret. Sa folie, par exemple, c'était d'aller s'acheter des chemises en soie, toutes du même modèle, 5, la même couleur, la même taille. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu t'achètes 10 cravates pareilles? Il me dit, non, mais je veux pas qu'on me remarque, je veux pas qu'on dise que je suis devenu un pourri, plein d'argent, etc. Celui qui ne veut pas devenir un Richard va finalement attraper la folie des grandeurs. Le vice le rattrape. Le roi de l'échiquier devient un requin des tapis verts. Enghien ne lui suffit plus. Un jour, je lui ai reproché que tout cet argent facile, c'était pas bon et qu'il ferait mieux d'en faire autre chose que ce qu'il faisait parce que son idée, c'était d'amasser de l'argent pour pouvoir jouer plus. Et il commençait à dire qu'il voulait partir en Belgique, faire les casinos de toute l'Europe. Les casinos, c'est un peu comme les restaurants. Quand on est un bon client, on a sa propre table. Gilles a la sienne. L'argent lui fait tourner la tête. Il n'achète plus chez Monoprix, mais chez Fauchon. Il prête à n'importe qui, il flambe, Gilles. Et il s'en fout. Il gagne tellement. Dans les casinos, on le reconnaît, on le courtise, et ça lui plaît. Il était assez connu. Que ce soit Enghien ou autre, et les gens venaient lui demander des trucs, et faire ci, et faire ça, jouer pour ci, pour ça. Et même des fois, il y en a qui lui demandaient de l'argent. Quand il a eu une époque où il gagnait pas mal de sous, à ce niveau-là, vous avez toujours des piques-assiettes qui venaient, voilà. Alors j'étais obligé de faire un peu le ménage, je veux dire, non, laissez-le tranquille, voilà. Gilles rentre au petit matin avec des billets froissés plein les poches, comme de vulgaires feuilles de papier. Il jette l'argent sur la table. Sa compagne n'en peut plus. Il ne pense qu'à jouer, qu'à gagner toujours plus, alors elle le quitte. De toute manière, c'était plus le Gilles que j'avais connu. Donc je lui avais dit, Gilles, pour l'instant tu gagnes, mais moi je serai toi, je placerai mon argent et j'essaierai de lever un peu le pied parce que tous ces gens qui t'entourent, ils n'ont pas l'air sains. Il n'écoute pas les conseils de Tini. Le monde de la nuit l'attire. Il ne se sent bien qu'avec des marginaux, des petites frappes.
Sa passion du jeu le dévore à tel point qu'il loue un appartement de 150 mètres carrés en face de sa nouvelle Mecque, le casino d'Ostende. Il est blindé. Il y allait tous les 15 jours, puis plusieurs fois j'étais avec lui, puis j'allais jouer au casino avec lui. Jusqu'au jour, ils lui ont interdit de jouer parce qu'il gagnait trop. Eh oui, les casinos n'aiment pas trop les compteurs de cartes. Gilles est repéré mais ne se démonte pas. Il va voir le directeur de l'établissement et lui propose de s'associer avec lui. Pour ça, il va lui révéler sa technique pour gagner. Vous voyez sa grande naïveté. Un joueur qui va s'associer avec un directeur de casino. Alors le directeur de casino lui a dit « Merci, c'est très gentil que tu m'expliques la méthode ». Il lui a dit bah, « Écoute, je te laisse jouer aujourd'hui autant que tu veux, mais c'est la dernière fois que tu reviens dans cet établissement. » Et il a tout joué, il a gagné, il a plumé le casino avec cette méthode pendant... Il a joué des heures et des heures, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. C'était énorme, 300 000 francs à l'époque, donc ça représente quelque chose comme 50 000 euros. Et puis il a voulu, pour punir le casino, il a voulu tout jouer sur la roulette, et là il a tout perdu, si vous voulez. Ben voilà, ça c'était Gilles Androuet. À partir de là, certains casinos vont lui interdire l'accès aux tables. Dès lors, il s'en va, il part pour Las Vegas, il va flamber. Il rejoint ensuite l'Autriche où il mise une foultitude de jetons. Il écume toute l'Europe, tous les casinos, tout ce qui traîne, et puis il revient à Enghien. Et là, il va se mettre à la roulette. C'est une idée très curieuse. Quand on a un cerveau, une capacité intellectuelle comme la sienne, surtout en maths. Mais là, les martingales à la roulette, ça sert pas à grand-chose. Alors c'est la dégringolade. Gilles s'enfonce, il le sent. Alors pour essayer de tenir, il prend de la coke, de la cocaïne. Cocaïne et roulette, mauvais mélange. Gilles a 35 ans, n'a jamais travaillé et pour la première fois, il va perdre. Il a commencé à avoir des déboires au niveau du jeu. Parce que bon, il y a le facteur chance au départ, et après il y a le calcul. Mais si on prend des trucs illicites, ça va pas trop bien avec le cerveau. Hein. Et là, bon, donc comme il avait quelques dettes, et il n'arrivait pas à surmonter. Peut-être que ça le faisait tenir. Et à la fin, il était quand même assez angoissé. Et il était très mal entouré. Alors, c'est la dégringolade. Entre septembre 94 et août 95, Gilles doit 35 000 € au casino d'Enghien. Le riche surdoué devient un quasi-SDF, tape ses amis et pour tenir le coup, sniffe de l'héros. Moi, je m'étais un peu éloignée de Paris à cette époque-là. Et chaque fois que je revenais, on me disait, tiens, on a vu Androuet. Ah, bah dis donc, c'est une vraie loque, etc. Et il m'est arrivé 2-3 fois de le rencontrer, où je le dépannais, où on allait manger dans un resto chinois pas cher, par exemple, parce qu'il avait faim. Gilles a faim, il est coincé, il doit de l'argent à des gens dangereux. Sa seule issue, c'est un héritage, la vente de ce petit pavillon à Bagnolet. 70 000 € qu'il ne peut pas toucher immédiatement. Il faut attendre, renouer avec son père, qu'il n'a pas revu depuis 1 an. Ça, c'est le souvenir le plus terrible que j'ai là, parce que il m'a dit « Papa, je veux te voir et ça va pas ». Et donc, moi, je courais plus, mais j'avais eu une opportunité de faire le rallye de Mâcon. Pour moi, c'était une opportunité de gagner un petit peu d'argent, donc j'avais accepté. Je lui ai donné rendez-vous le lendemain à Mâcon. On s'est retrouvés à la gare du TGV et on a reconnu le rallye ensemble. Le père et le fils vont passer 3 jours ensemble. Jean-Claude a de l'espoir, Gilles a l'air plus calme. Ils font même des projets. Je lui ai dit, bah, écoute, viens vivre avec moi, Gilles, on travaillera ensemble, et on fera du sport, on va refaire ce qu'on faisait avant quand on était ensemble, et ça sera sympa. Oui, Jean-Claude espère rattraper le temps perdu, mais il ne sait pas que c'est la dernière fois qu'il voit son fils vivant. Les amis de Gilles ont compris qu'il se passait quelque chose de grave. Moi, je l'ai vu 15 jours avant sa mort au Jardin du Luxembourg. Et là, j'ai vu Gilles Androuet complètement différent. Il avait le regard fuyant, il était comme poursuivi. Il m'a dit « j'ai de gros ennuis ». Enfin, j'ai pas été le seul à qui il a dit ça, hein, d'ailleurs, hein, mais j'ai de gros ennuis, je peux pas t'en parler. Le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est ce fameux héritage de 70 000 €. Mais comme Gilles est interdit bancaire, il ne peut pas l'encaisser. Alors, il doit chercher un intermédiaire. C'est ce qu'il confiera 8 jours avant sa mort à Tini, son ex-petite amie. Il était interdit bancaire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as ouvert un compte en banque alors que t'es interdit bancaire, comment t'as fait ton compte?
Il me dit, ah bon, c'est des gens que j'ai connus à Enghien, qui m'ont présenté dans une banque du côté de l'Opéra. Il ne m'a pas cité de nom. Et je leur ai donné procuration. Et là, j'ai sauté au plafond, évidemment. Et je lui ai dit, mais t'es fou, quoi, on ne donne jamais procuration. Mais il me dit, mais c'est quoi une procuration? Je sais, ça paraît énorme, mais Gilles le génie ignore ce qu'est une procuration. Sa grande naïveté ne l'a jamais quitté. Le 22 août 1995, on retrouve donc son corps dans l'Yvette. C'est le jour où il est autorisé à retirer son argent du compte. Personne n'est au courant du montage bancaire. Quand j'ai appris qu'il avait été assassiné, j'étais choqué, quoi. J'étais abattu. Bien sûr que ça m'a fait quelque chose. Les mots quand vous perdez quelqu'un de cher, de proche, ça m'a fait beaucoup de mal. Ouais. On avait tous été révoltés. Connaissant la personne qui était d'une gentillesse extrême, pas violent. Même si on pouvait penser que, effectivement, dans sa vie quand il s'était mis au jeu, etc., ça pouvait mal tourner, puisque c'est pas un milieu très sain. La voiture de Gilles était abandonnée sur un parking, pas très loin d'où on a retrouvé son corps sur les bords de l'Yvette. Dans le coffre, les enquêteurs découvrent une lettre de notaire stipulant que le joueur a reçu un héritage de 70 000 €, l'héritage maudit. Cette somme, c'est une partie de l'héritage de cette maison située à Bagnolet que de très bons amis de Jean-Claude Andruet lui avaient légué. Or, Jean-Claude n'avait pas envie de cet héritage. Par contre, il savait son fils dans le besoin, donc il leur dit « Eh bien, faites hériter mon fils », ce qui va être fait. Ces 70 000 € ont bel et bien été encaissés par Gilles Andruet. Seulement, les enquêteurs vont rapidement découvrir que dès le lendemain, un individu nommé Franck Liani a retiré cette somme du compte de Gilles Andruet. Et le pire, c'est que son père, Joseph Liani, était en compagnie de Gilles Andruet le soir du meurtre. La police pense évidemment avoir mis la main sur ce curieux couple, un père et un fils, auteurs d'un crime crapuleux. Mais quelles étaient leurs relations avec Gilles Andruet? Comment l'ont-ils connu? Et pourquoi l'ont-ils tué? Joseph Liani a 47 ans. Son fils le décrit comme un petit magouilleur, un escroc, qui multiplie les petits boulots. Coiffeur, fleuriste, vendeur à la sauvette. Il n'hésite jamais à emprunter de l'argent pour assouvir sa passion, les jeux. C'est à Enghien qu'il a rencontré Gilles Andruet. Liani était d'une certaine façon un adolescent attardé. Et Andruet était un homme, un jeune homme, qui était d'une certaine façon dans la même recherche d'exceptionnel et de merveilleux que Liani. Je crois que ça a été une rencontre de deux personnes un peu perdues à l'époque, ayant les mêmes rêves, et ce rêve de rapport au destin, qui est celui du jeu. Le jeu. Voilà le point commun entre Joseph Liani et Gilles Andruet. Ils partagent leur nuit en jouant côte à côte. Si le champion d'échecs est connu pour sa naïveté, Joseph Liani, lui, en revanche, est dépeint comme un manipulateur. C'est quelqu'un qui avait de gros besoins d'argent, qui avait une personnalité relativement assise, avec une vie compliquée. Il avait une femme, il avait une maîtresse, il dépensait beaucoup d'argent dans les casinos. Joseph Liani et Gilles Andruet ont tous les deux besoin d'argent. Ils vont donc trouver une solution ensemble. Joseph va l'aider à trouver une banque qui accepterait de lui ouvrir un compte. Il l'accompagne faire la tournée des établissements bancaires, mais elle refuse toutes. Joseph lui présente alors son fils aîné, Franck. Le jeune homme est en affaire avec la banque Shahabi du Maroc. Il peut convaincre cette banque de lui ouvrir un compte. La directrice de la banque accepte, pour rendre service à un de ses clients, d'encaisser le chèque. Elle accepte de remettre immédiatement 50 000 francs, me semble-t-il, à Gilles Andruet. 50 000 francs qu'il va perdre immédiatement au casino. Et puis, au moment où on ouvre le compte, puisque Franck Liani accompagne Gilles Andruet, Franck Liani en profite pour signer un carton de procuration. Gilles Andruet obtient un acompte de 8 000 € en attendant que l'argent de l'héritage soit disponible sur le compte. Mais une fois rempli, ce compte, c'est Franck Liani qui va le vider, puisqu'il a une procuration à son nom. Je peux vous dire, ils étaient là à l'ouverture, tous les deux, pour prendre l'argent. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun doute, l'argent retiré au lendemain de l'assassinat de Gilles Andruet, c'est le mobile. Interrogé par la police, Franck Liani affirme avoir remis l'argent à une certaine Hélène.
Nous avons fait de nombreuses investigations pour rechercher cette fameuse Hélène. Plusieurs Hélènes correspondaient. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était une invention en totalité. Le fils Liani a donc menti, mais ça n'est pas une preuve suffisante pour l'accuser. Un second élément, troublant, va venir renforcer la suspicion des policiers. Un témoin affirme avoir vu Gilles Andruet en compagnie de Joseph Liani, le père de Franck, le soir du meurtre. Ce témoin, c'est Jolanta Zieba, une amie de Gilles. Ce soir-là, il lui parle. Elle est serveuse au restaurant L'Entrecôte à Paris. Elle les a vus face à son restaurant. Elle attendait sur le pas de l'entrée, le pas de la porte de son restaurant. Lorsqu'elle a vu passer un véhicule de gros cylindrée conduit par Gilles Andruet. Gilles Andruet est passé une première fois devant le restaurant, a freiné, a fait une marche arrière, est sorti du véhicule, s'est appuyé sur la portière et elle a senti à ce moment-là qu'il n'était pas normal. Cette fille m'a dit qu'il avait des propos incohérents. Et il avait freiné brusquement, il avait dû surprendre tout le monde. Elle a jeté un œil dans le véhicule, elle a vu vraisemblablement à la place du passager, en tout cas d'après sa description, quelqu'un qui correspond à Joseph Liani. Jolanta, la polonaise, décrit précisément la scène. Joseph est assis à l'avant de la voiture, Gilles est au volant. À l'arrière se trouvent deux individus qu'elle ne connaît pas. À mon avis, il a voulu avoir un témoin. Donc, en pensant qu'avec un témoin, les gens ne passeraient pas à l'acte. Craignait-il pour sa vie? Qui étaient ces deux autres types assis sur la banquette arrière? Une semaine après sa déposition, le témoin va faire l'objet d'intimidation. Jolanta est suivie dans la rue, elle reçoit des coups de fil et les propos sont clairs. « Ferme ta gueule ». Les enquêteurs la mettent sur écoute. Au cours de ces écoutes, on s'est aperçu qu'elle avait très peur. Et puis, c'était un témoin clé pour Joseph Liani, puisqu'elle était capable de l'identifier. Elle a dit dès le départ qu'elle était capable de l'identifier. Jolanta est un témoin capital. Un seul mot de sa part peut envoyer Liani père en prison. Mais la jeune femme est terrorisée. À chaque fois que Joseph Liani a été mis en cause, elle a fait l'objet de pression directe. Or, les seules personnes qui pouvaient savoir que l'investigation avait évolué, c'était ceux qui étaient mis en cause, et notamment Joseph Liani. Les menaces fonctionnent. Lors d'une séance de tapissage, Jolanta ne reconnaît plus Joseph et revient sur sa première déposition en refusant de dire où et quand elle l'avait vu. J'ai fait faire une confrontation derrière une glace sans teint. Ça, on ne peut pas le noter dans un procès verbal, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle reconnaissait Joseph Liani. Alors ça a la valeur qu'on veut. Effectivement, devant un tribunal, ça n'a aucune valeur. En tous les cas, en tant qu'homme, j'ai senti passer quelque chose dans ses yeux au moment où elle a vu Joseph Liani. Et Jolanta ne dira plus rien. Depuis, elle a disparu. Volatilisée, la Jolanta. Sans témoin, l'enquête piétine. Mais à défaut de témoin, les indices vont parler. La veille de son meurtre, Gilles a reçu d'une amie un livre qu'il a emporté avec lui. Et donc je lui ai parlé de ce livre, on a discuté un peu, et je lui ai dit je te le passe si tu veux. Il m'a dit oui, et donc il est parti ce soir-là avec ce livre. Ce roman a été retrouvé au domicile de Joseph Liani, à Bonneuil-sur-Marne, en région parisienne. Or, Joseph Liani a toujours démenti avoir vu Gilles ce soir-là. Joseph Liani nous avait expliqué que ce livre avait été déposé par Gilles Andruet très longtemps auparavant lorsqu'il était venu chez lui, idem pour le jeu d'échecs. On s'est aperçu dans les investigations que d'une part le livre lui avait été prêté la veille par une amie et que en ce qui concerne le jeu d'échecs, il l'avait la veille des faits. Si on fait attention à ce livre, c'est quand même évident que il est parti de chez moi et il est arrivé là-bas. Donc oui, ça veut dire qu'il a été là-bas. Il a été chez les Liani. Une fois de plus, les Liani mentent. Pour la police, le père et le fils ont des choses à cacher et font tout pour ralentir l'enquête. Mais selon leur avocat, ces mensonges sont au contraire la preuve de leur innocence. Il est vrai que l'argent ne pouvait être tiré que par lui ou par son fils, qu'il y avait donc une apparence de culpabilité, et que cette apparence de culpabilité, il a essayé d'y répondre en racontant des histoires. Des histoires, ça, ils vont en raconter. Pendant 6 ans, ils baladent les flics et opèrent un véritable travail de sape. On nous a aussi parlé de mafia, on nous a parlé de trafic de produits stupéfiants. Ces pistes-là qui étaient données par Joseph Liani avaient pour but de détourner les enquêteurs de la piste qui me semblait la piste réelle, la culpabilité de Franck Liani et de son père. Faute de preuves tangibles, le juge d'instruction va mettre le dossier Andruet de côté. Les enquêteurs n'ont aucune preuve. Et la justice a des dossiers bien plus urgents que le meurtre crapuleux d'un loser toxicomane.
La justice a pendant un certain temps considéré que cette affaire n'était pas si importante que cela. Et il a fallu le courage d'un magistrat instructeur, M. Mulet, qui, à un moment donné, a décidé de vérifier ce dossier, de le reprendre à zéro, de regarder les expertises, et notamment les taches de sang que l'on avait que l'on avait constatées sur une alaise dans laquelle avait été enroulé le corps de Gilles Andruet. En 2001, l'enquête rebondit. Le juge d'instruction transmet au laboratoire de police scientifique de Nantes l'alaise qui enveloppait le corps de Gilles Andruet. Les experts découvrent un cheveu coincé dans la toile. Ils vont l'analyser. Les résultats ADN sont formels. Le cheveu appartient à Joseph Liani. On a eu la preuve scientifique, en tous les cas, de la participation de Joseph Liani à ces faits, puisqu'à partir du moment où on avait retrouvé son ADN dans la laisse qui entourait le cadavre, on avait un élément direct. Là, il y a eu progrès, mais s'il n'y avait pas eu ce juge, l'affaire, c'était fini. L'ADN est la preuve de la culpabilité de Joseph Liani. Voilà le scénario. Il est simple. Le père a utilisé le fils pour encaisser l'héritage de Gilles Andruet. Ils se sont partagé le magot et ont tué Gilles. En avril 2001, le juge expédie le père et le fils en prison. On pourrait penser qu'après 6 ans d'enquête et une preuve ADN, l'affaire est close. Et pourtant, pas du tout. Après seulement 1 mois d'incarcération, Franck Liani va craquer lors d'une confrontation devant le juge d'instruction avec son propre père. Franck déclare que son père a participé à l'assassinat de Gilles Andruet en compagnie d'une tierce personne, un certain Loïc Simon, un personnage, ma foi, assez interlope. C'est un coup de théâtre. Pour la première fois, le père et le fils, qui jouaient jusqu'à présent la même partition, jouent désormais l'un contre l'autre. Le fils accuse le père. Je vais vous lire, mais dès que je serai arrêté, je vais vous lire un passage de sa déposition. Voilà, je l'ai. Loïc Simon était avec mon père. C'est à mon père de vous le dire. Loïc Simon, lui, s'est suicidé. Mon cousin, Sacha Roule, est également au courant. Il était avec moi lorsque Loïc Simon m'a confié tout ça. Grâce à cette déposition de Franck, 2 autres personnages entrent donc en lice. Il s'agit de ce mystérieux Loïc Simon ainsi que du cousin, Sacha Roule. Qui sont ces 2 personnages? Nous allons le savoir. En tout cas, l'affaire est relancée. Franck Liani a un alibi pour le soir du meurtre. Il dit se trouver avec un certain Sacha Roule. Mais la police veut surtout entendre Loïc Simon. Or, ce dernier s'est pendu 6 mois après le meurtre. Alors les enquêteurs vont entendre son entourage. L'un de ses collègues a recueilli les confidences de Loïc Simon fin 95. Il se vantait alors auprès de ses amis d'avoir tué un joueur d'échecs avec une batte de baseball pour 5 000 €. Des aveux posthumes que la police va prendre évidemment très au sérieux. Loïc Simon a raconté comment il a tué Gilles Andruet en présence de 3 autres personnes au domicile de Joseph Liani. On a eu une description précise de la scène, puisque Loïc Simon a fait une description à ses amis en indiquant la façon dont il avait tué à coups de batte de baseball, selon ses déclarations, un type à lunettes qui était champion d'échecs. Il ne connaissait même pas le nom de Gilles Andruet. Vraisemblablement, ce qui a pu se passer, en ce qui concerne les lieux, c'était dans la chambre du fils de Joseph Liani. Un coup de batte de baseball d'après les éléments qui sont les éléments de l'autopsie, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des marques oblongues qui correspondent ensemble à une batte de baseball. Et donc d'ailleurs, comment Loïc Simon pouvait savoir qu'une batte de baseball avait été utilisée? C'est-à-dire comment on peut donner des éléments, alors qu'on ne connaît pas du tout les circonstances du décès, qui correspondent aux constatations de l'autopsie. Donc pour la police, cela ne fait aucun doute. Loïc Simon est le tueur présumé. Ses aveux collent parfaitement aux divers éléments d'enquête. Loïc Simon a parlé d'une 4e personne présente sur les lieux du crime, un certain Sacha Roule. Loïc Simon dit, nous étions 3, il y avait Sacha Roule, il y avait Joseph Liani et il y avait moi. Qui est donc Sacha Roule? C'est le propriétaire du Club de l'Étoile, un practice de golf de 1200 m² à proximité de la place de l'Étoile. Dans ce club des années 90, Franck Liani fait office d'attaché commercial. Quant à Loïc Simon, il a la tâche ingrate d'homme à tout faire.
Le lieu central, c'est le golfe de l'Étoile. Ils sont tous rencontrés au golfe de l'Étoile. Sacha Roul était le co-gérant du golfe de l'Étoile avec Franck Liani. Loïc Simon était un ami de Sacha Roul, était employé au golfe de l'Étoile. Gilles Andruet était au golfe de l'Étoile. Ils sont tous retrouvés là-bas. Oui. Sacha Roul est entendu par la police. Il nie. À l'époque des faits, il assure qu'il rentrait de Marrakech en compagnie d'un ami. Les policiers le relâchent, sans même vérifier la Libye. Or, après vérification, les policiers vont se rendre compte que Sacha Roul rentrait bien de Marrakech en compagnie de Loïc Simon. Cette personne a été placée en garde à vue. Elle a donné des explications sur son emploi du temps au moment où M. Gilles Andriet, mon client, a été assassiné. Et sans aucune vérification, M. Sacha Roul a été remis en liberté. Où se cache-t-il? A-t-il quelque chose à se reprocher? Les experts scientifiques comparent l'ADN de Sacha Roul aux cheveux découverts dans la Lèze. Et les enquêteurs n'en reviennent pas. Sacha Roul a exactement le même ADN que Joseph Liani. La police va découvrir que Sacha Roul est son neveu. Alors, à qui appartient le fameux cheveu? À Sacha Roul ou à Joseph Liani? Convoqué de nouveau par les enquêteurs, Sacha Roul ne se présente pas. Et cela a rendu la situation beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe d'une part parce qu'on n'avait plus qu'un seul suspect, mais on avait deux suspects contre lesquels des charges sérieuses pouvaient peser. Et puis qu'en même temps, Sacha Roul a disparu. On l'aura compris, c'est devenu une affaire de famille. Sylvia Roul, la mère de Sacha, n'est autre que la sœur de Joseph Liani, le suspect numéro 1 dans ce dossier. C'est elle qui aurait d'ailleurs conseillé à son fils de prendre la fuite. Sylvia Roul, la maman de Sacha, est une femme puissante. De par son mariage d'abord, puisqu'elle a quand même épousé Alexandre Roul, celui qui était appelé le ministre des Finances de Johnny Hallyday. Mais de son côté, Sylvia a également fait fortune grâce à ceci, la petite Tour Eiffel. C'est elle qui a obtenu le commerce des échoppes de souvenirs de bain-blotterie au pied de la Tour Eiffel. En plus, elle a un club assez fermé. Le 10 bis, où le gratin politico-financier se relaie, ce qui lui fait de sérieux appuis. Un club qui sent la poudre et la dentelle. Madame Roul, c'est un peu la Madame Claude des années 80. Sa boîte d'échangisme avait très bonne réputation auprès de certains politiques et autres notables parisiens, des gens d'influence. On disait aussi qu'elle avait un passé assez sulfureux puisqu'on parlait de prostitution et de choses comme ça. Elle tenait le bordel de la Porte-Maillot qui est rue du Débarcadère, qui est une boîte d'échangistes, maintenant ça que moi je ne connaissais pas. Ça vous donne accès à des réseaux policiers, ça vous donne accès même aux services secrets. Je ne veux pas dire que tout le boulevard Mortier aurait protégé Madame Roul, mais les services secrets, ils ont besoin de putes, ils ont besoin de confidences. Bon, ben voilà, ça aide à vivre et puis ça peut écarter certains ennuis. C'est normal, Sylvia Roul protège son fils soupçonné de complicité de meurtre. Le 6 mai 2002, la justice française délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre de Sacha Roul pour meurtre. Sa famille est mise sur écoute téléphonique. Les enquêteurs glanent, ça et là, quelques infos. Selon les indications que nous avions, il était au Rajasthan, puisqu'il avait pour volonté, nous disait-on, de monter un hôtel de luxe en Inde, au Rajasthan. Le procès se fera donc sans lui. Du 7 au 14 novembre 2003, Franck Liani et Joseph Liani sont jugés devant la cour d'assises d'Évry. Le jury condamne Joseph Liani à 15 ans de réclusion pour avoir tué Gilles Andruet. Son fils Franck écope de 7 ans de prison pour complicité et recel. Alors Joseph Liani va faire appel, et oui, c'est un joueur. En relançant la procédure, il sait que c'est qui tout double, et il se lance dans la partie. Révolté à l'issue du procès, Jean-Claude Andruet décide de refaire l'enquête, aidé du journaliste de Paris Match, Jacques-Marie Bourget. Ils se sont mis en tête de retrouver le Sacha Roul. Et ils vont mettre la main dessus. Le fuyard vit à Marrakech, chez ses parents, dans un somptueux palais. Il ne leur a fallu qu'une après-midi et 3 coups de fil pour le retrouver. Alors c'est drôle que deux personnes sans aucun moyen, avec simplement un téléphone, en une demi-journée arrivent à le localiser, alors que, soi-disant, la police française, depuis 5 ans, n'a pas réussi à mettre la main dessus. Ah, mais pour le retrouver, c'est un billet d'avion, même vous pouvez prendre un low cost. Hein. Un taxi, c'est pas cher
à Marrakech, et puis après, vous le voyez, il est là, il n'y a aucun problème. Le 4 décembre 2003, Paris Match publie une double page sur Sacha Roul. Il y a une volonté commune de ne rien savoir et de ne rien faire. La preuve, c'est que le principal intéressé est toujours en fuite, on sait où il est, et personne ne lève le petit doigt pour aller le chercher. Donc rien que ça veut dire que c'est une affaire protégée. On est dans un pays où on peut retrouver des gens qui volent des mobylettes, des gens qui enlèvent des enfants, et que lors de cette enquête, c'est Paris Match qui a réussi à prendre en photo le père et le fils Roul en train de lire avidement le journal du dimanche. C'était une photo sans commentaire, c'était fabuleux parce que, je veux dire, il n'y a rien à dire. C'est bon, il se tenait au courant de l'enquête, ok. Après la parution d'un Match, la justice est obligée de suivre. Elle lance donc un mandat d'arrêt international et demande l'extradition de Sacha Roul. Seulement voilà, le jeune millionnaire possède la double nationalité, franco-marocaine. Et du coup, il demande à être jugé dans son second pays. Sacha Roul, dit Chahine Roul, est marocain de naissance. Il était installé au Maroc depuis 1998 et une information s'est ouverte à Marrakech où il vit. Il y a un procès qui s'est passé en France. Il a choisi la justice marocaine. Pour la première fois, Sacha va donc être entendu sur l'affaire. C'est un juge marocain qui l'auditionne à Marrakech. Sacha Roul dit avoir licencié Loïc Simon en octobre 1995 parce qu'il lui avait avoué sa participation au crime. Il a fait cette confession. Sacha Roul a été extrêmement perturbé et il a décidé de ne pas le garder à côté de lui et il l'a licencié en octobre 1995, c'est-à-dire 2 mois après les faits. Loïc Simon en a été très choqué, d'autant qu'il lui a reproché aussi de lui avoir ravi sa fiancée. Loïc Simon, très amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Sarah. Cette jeune fille est sortie avec Sacha Roul. Et il avait donc 2 raisons de haïr à un point de détestation absolue Sacha, qui à l'époque avait été son ami. C'est pour ça, selon vous, qu'il l'implique, Sacha Roul. C'est non seulement pour ça, mais je le dis avec certitude, parce que lorsqu'il se suicide, et c'est sa mère qui parle, il laisse non seulement une lettre, où il explique qu'il se suicide parce qu'il est fou amoureux de Sarah, qui lui en a préféré un autre, et il vomit dans son carnet intime toute la haine qu'il a contre Sacha, qu'il a laissé tomber financièrement et qui lui a ravi Sarah. Donc, évidemment, il va faire des confessions à un certain Delaoré, qui travaillait également à l'Étoile, en prétendant que Sacha, le soir du meurtre, qu'il revendique, se serait trouvé présent à côté de lui. Quant à son emploi du temps, eh bien le jeune homme explique qu'il était au restaurant du Club de l'Étoile le soir du crime, en présence de son père et de clients dont la plupart sont des amis. Il y a 11 clients qui sont vers 21h à l'ouverture du restaurant. La salle a été pleine toute la soirée. Alors comment voulez-vous qu'il soit dans ce restaurant qu'il réouvre et en train de tuer Gilles Androuet? C'est pas possible. Les enquêteurs ne retrouveront pas ces fameux témoins. Nous ne saurons donc jamais si Sacha Roul dit la vérité. En mars 2006, contre toute attente, la Cour d'appel de Créteil acquitte Joseph Liani. Faute de preuves, le bénéfice du doute profite à l'accusé. Joseph a gagné la partie, il est libre. Jean-Claude Androuet sort du tribunal abattu. Je ne sais pas comment les jurés se sont laissés manipuler comme ça, mais en tout cas, il y avait beaucoup de jurés qui étaient effondrés à la sortie du tribunal, qui étaient bien conscients que c'était un déni de justice. Et pour cause, 4 suspects sont dans le dossier et au final, ils sont tous dans la nature. D'abord, Loïc Simon est mort, il y a donc prescription. Quant à Franck Liani, après avoir purgé sa peine pour recel, il comparaît libre au procès en appel. Le suspect numéro 1, Joseph Liani, a été jugé non coupable. C'est donc désormais sur Sacha Roul que tout repose. Le jury l'a condamné à 15 ans de réclusion. Aujourd'hui, il n'est pas en prison, mais au Maroc, d'où il clame son innocence. Moi, je suis prêt à entendre
sa présomption d'innocence. Je suis prêt à entendre son innocence. Et je le crois innocent. Mais s'il est si innocent que cela, ben pourquoi ne s'explique-t-il pas devant ses juges? En 2004, la justice marocaine a ouvert une information judiciaire. Mais Sacha Roul ne semble pas vraiment dévoré par l'inquiétude. Le jeune millionnaire vit paisiblement à Marrakech. En 2007, il organisait même le mariage en grande pompe du footballeur Nicolas Anelka en présence de 300 invités. Coup de théâtre, le 25 février 2010, Sacha Roul est arrêté par la police marocaine. Dans la foulée, Rabat annonce que l'assassin présumé, ou le complice présumé des meurtriers de Gilles Andruet, va être extradé vers la France. Si pour tous c'est la stupeur, pour les avocats du franco-marocain, c'est carrément la douche froide. Ils hurlent tous au non-respect du droit international et au viol de la Constitution marocaine. À Paris, du côté du ministère de la Justice, on ne partage pas cet avis. On se félicite plutôt que la coopération judiciaire entre la France et le Maroc ait permis la remise de Sacha Roul à la justice française. En tout cas, pour Sacha Roul, c'en est fini de la vie de château à Marrakech, sous le soleil. Une geôle de la prison de Fleury-Mérogis l'attend, elle lui est réservée. Hier soir, au tribunal d'Evry, c'est la fin d'une fuite longue de 8 ans. Sacha Roul a été remis à la justice française. Voilà donc Sacha Roul, enfin sur le territoire national. Pour les proches de Gilles Andruet, c'est le soulagement, l'espoir que la vérité va éclater un jour. Mais du côté de la défense, on crie par contre au scandale. Après l'extradition de son client, nous avons rencontré une nouvelle fois Maître Bottet. Face à ce rebondissement, elle ne mâche pas ses mots. Ce qui est important aujourd'hui, c'est cette tentative d'assassinat judiciaire de Sacha Roul. Assassinat judiciaire? Elle y va fort, Maître Bottet. Sacha Roul était tout de même en fuite. Il n'a jamais été en fuite. Ce garçon, effectivement, a été extradé du Maroc, qui est son pays. Il est franco-marocain, il est marocain. Donc, effectivement, la loi universelle, c'est que les pays n'extradent pas leurs ressortissants. Et pourtant, là, il a été extradé. C'est la raison pour laquelle j'ai contesté avec véhémence l'extradition de Sacha Roul, qui était parfaitement illégale, infondée, mais qui s'est déroulée ainsi. Tout ça sont des conventions artificielles de toute façon, et on peut en fabriquer autant qu'on en veut sur Terre. Si vous voulez, ça permet à certains d'échapper à tout, je veux dire, à toute explication, et c'est un peu facile, et c'est inacceptable quand vous êtes du côté des victimes, quoi. On l'aura compris, Jean-Claude Andruet est bien au-delà de ces querelles d'experts. Pour lui, seul compte la vérité. Et il est prêt à en payer le prix. Un troisième procès et pour lui, une nouvelle épreuve terrible. Alors là, le procès de Sacha Roul va arriver. Vous allez le vivre comment? Comme une nouvelle épreuve? Ou c'est important pour votre fils, pour Gilles? Je me bats pour Gilles, oui. Mais ça a toujours été une épreuve terrible, terrible, oui. Vraiment. Tous les procès, lors du premier procès, j'ai découvert tellement de choses impensables de notre société. Et j'étais tellement écœuré, je ne pensais pas survivre dans le mois qui suivait. Vous ne m'auriez pas reconnu. Mais voilà, bon, je dois bénéficier d'une bonne santé certainement pour pouvoir remonter à chaque fois, quoi. Mais c'est très très dur. Un procès qui se tiendra à l'horizon 2012. Un procès auquel Sacha Roul se rendra en homme libre. Aujourd'hui, Roul attend en liberté sous contrôle judiciaire la tenue du procès aux assises de l'Essonne. Sur le fond, on le sent bien, vous pensez qu'il est innocent? Ah mais c'est pas que je pense, Sacha Roul est innocent. Il n'a aucun mobile pour même ne serait-ce qu'être présent sur les lieux du crime. Souvenez-vous que si Gilles Andruet a été tué dans des conditions atroces, c'est vraisemblablement pour cette histoire de captation d'héritage, 398 000 francs, que la famille Liani s'est partagée. Et c'est bien seul que Sacha Roul va affronter les juges. Il ne pourra plus compter sur la compagnie d'un oncle, d'un cousin, à l'heure de plaider son innocence. Mais au fait, que sont-ils devenus, ces deux-là? D'après nos informations, Joseph vivrait dans l'Hérault. Quant à Franck,
il est resté finalement assez proche du clan Roule. Il s'est même associé au petit frère de Sacha pour acheter cette coquette maison d'hôte située dans le Calvados, appelée le manoir de la Huchette. Enfin, que sont devenus les fameux 70 000 € de l'héritage encaissé par les Liani? C'est pour cet argent que Gilles a été tué. Eh bien, Franck Liani les a gardés. Il est condamné pour avoir recelé 340 000 francs environ. Il ne fait pas appel, c'est-à-dire donc, a priori, il se considère comme coupable, et il conserve, par devers lui, cette somme qui provient d'un crime et qu'il savait parfaitement provenir d'un crime. Voilà la situation. Le 17 janvier 2007, la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de Créteil refuse d'indemniser Jean-Claude Andruet. Elle estime que l'argent appartient au propriétaire du compte ou à celui qui en a la procuration. Et M. Jean-Claude Andruet, lorsqu'il demande la restitution de cette somme, eh bien la justice lui dit non, mais il est indiqué nulle part que celui-ci doit vous la restituer. Voilà. Et c'est pour cet argent-là qu'ils l'ont tué, quoi. Ouais. Jamais un procès n'a rendu la vie à un homme. Jamais un procès n'a éteint la souffrance d'un père. Pourtant, Jean-Claude Andruet, ce père, cet homme, attend plus que tout que justice soit finalement rendue le jour du procès. Bonsoir.